monde a apprécié visiblement, vu les retours sur le chat. Je laisse la parole Merci. maintenant à Jean-André et Raoul, sur le comparatif PSDRF et le suivi à long terme, effectué à la Massane. Alors, je vais essayer de tout le monde m'entend? Oui. Oui, alors je vais essayer de partager l'écran. Heu, allez, voilà. Alors juste une minute, c'est pour l'affichage. Voilà le mode plein écran, ça a l'air de fonctionner. Alors c'est une présentation que nous allons faire, à 2 voix, donc moi-même et Raoul, Pimenta, mais j'associe, à cette présentation, Pierre Dodel qui a été, stagiaire, qui est, enfin le master 1 à l'université de Rennes et qui a réalisé son stage dans des conditions bien particulières l'année dernière puisque c'était en plein, confinement. Donc il n'a pas pu se rendre sur le site de la Massane, mais il a traité, les données de la Massane pour les inclure dans le PSDRF depuis son petit, studio, de Rennes. Et j'associe également Christophe, Hurson, qui est, notre collègue des réserves naturelles, catalanes et qui est toujours d'une aide précieuse pour tout ce qui concerne la géomatique et les bases de données. Alors je vais commencer, à parler donc, de la réserve naturelle de la Massane, mais je sais que bon, Cassandra a déjà donné pas mal d'informations sur la localisation, sur la réserve intégrale et les nombreuses données géoréférencées. Je vais quand même dire un mot sur le plan d'échantillonnage local, la collecte des données sur le terrain et ensuite je laisserai la parole, à Raoul, qui expliquera comment on a adapté le plan d'échantillonnage, local au PSDRF. Alors, la réserve naturelle de la Massane, elle se situe sur le dernier chaînon des Pyrénées, sur la commune d'Argelès-sur-Mer et elle représente, 336 hectares donc du massif de l'Albert, vraiment dans la partie la plus orientale, entre 600 et 1 158 mètres d'altitude et il y a à peu près, les 2 tiers, de la réserve naturelle qui sont constitués d'habitats forestiers et en grande partie, de forêts sur un peu plus de enfin de hêtraies pardon, sur un peu plus de 200 hectares. Alors on a, engagé avec, Joseph Garrigue, qui est également présent à ce webinaire, dès 1998, un inventaire exhaustif, des peuplements forestiers. Alors vous avez, sur cette diapo, là en vert, donc les habitats forestiers et les zones qui ont fait l'objet de ce relevé, exhaustif. Un habitat linéaire qui est la ripisylve sur, 18,4 hectares et sur un linéaire de 5 kilomètres et la réserve intégrale de 9,4 hectares qui est mise, en défense et donc dans, laquelle les bovins, ne peuvent pas rentrer. Ça représente à peu près 15 des habitats forestiers et c'est d'ailleurs sur cette réserve intégrale de 9,4 hectares que Cassandra a fait, l'étude qu'elle vient de nous présenter. Alors, il y a bien sûr quelques différences entre cet effort d'échantillonnage, engagé à la Massane dès 98 et celui du PSDRF. Alors, on a, avec, Joseph Garrigue, dès 1998, en fait, on a relevé, on a, de manière exhaustive, tous les arbres, vivants, sur pied qui font plus, de 30 centimètres de hauteur pour prendre en compte la régénération et on a également relevé toutes les pièces, de bois mort, qui, font plus de 10 centimètres de diamètre et 40 centimètres de longueur. Alors, ce que vous voyez, les points que vous voyez, c'est vraiment pour montrer comment on a réparti les placettes du PSDRF et n'ont été retenus ici, que les arbres avec un DBH supérieur à 7,5 centimètres. Voilà, alors, on observe dès le début quand même une petite différence entre le ratio entre les arbres, vivants et les arbres morts. Sur le plan d'échantillonnage local, on est quasiment à 65 d'arbres vivants sur le dernier cycle, c'est-à-dire celui de 2019 qui est présenté, ici et presque 59 pour, le PSDRF. Alors, aujourd'hui, on a, comme l'a dit, Cassandra,
On a une base de données qui est unique sur un peu plus pas vraiment 30 hectares, mais un peu plus de 28 hectares. Et il y a près de 50 000 objets cartographiés, donc géoréférencés et caractérisés. Donc, comme je le disais, de l'arbre vivant de 30 centimètres à la pièce de bois mort d'un diamètre supérieur à 10 centimètres. Alors, je sais que sans doute certains d'entre vous bon, connaissent la Massane et ont déjà entendu parler de cette base de données. C'est pour ça qu'on a mis la photo donc de la visite sur le site lors de la G2RNF. Et c'est bien Nicolas Debève là, alors qu'il a la main sur la bouche. Je pense que je ne sais pas si c'est l'étonnement, enfin, on ne sait pas ce que tu, enfin, voilà, ce que tu manifestes. Euh, alors, dès le début des relevés, en fait, on s'est vraiment attaché, concentré sur la dendrométrie. Et c'est un protocole, celui du départ, hein, qui est inspiré du protocole COST E4, donc de suivi des forêts à caractère naturel. Et on l'a enrichi avec le suivi de quelques dendromicrohabitats, notamment les cavités de tronc, pour suivre plus particulièrement le pique-prune, Osmoderma eremita. On a noté des lichens, l'Obaria pulmonaria, le lierre, et également, mais ça a déjà été dit par Cassandra Duré, de nombreux champignons, en tout cas quand le carpophore est visible. Alors, cette base de données, dans un premier temps, il y a eu une acquisition donc, des données sur le terrain à partir d'un carroyage de la réserve intégrale, donc par des carrés de 10 mètres sur 10. Ces données ont été ensuite intégrées dans dans un système d'information géographique. Nous utilisions à l'époque MapInfo, le logiciel MapInfo. Et ensuite, on a fait évoluer cette base de données avec une interface de saisie Access qui nous a permis d'enregistrer. Alors, vous le voyez, vous avez les différents, et d'ailleurs, les, euh, les différents caractères et critères retenus dendrométrie, cavité invertébrée, champignons, lierre, lichen et état sanitaire. Alors, voilà la chronologie des campagnes de relevé. Et en rouge, les états, en tout cas les différents cycles retenus pour les 4 cycles retenus pour l'intégration au PSDRF. Alors, la mise en place, c'est 1998, avec mise en place donc d'un protocole de cartographie exhaustive des peuplements. Alors ensuite, c'est vraiment de l'exhaustif, donc ça met un peu de temps, hein, bien sûr. C'est un travail assez fastidieux de relever sur le terrain. Et dans l'été 2001, nous avons pu faire quelques corrections, en tout cas les données vraiment aberrantes, les arbres de 55 mètres de diamètre, par exemple, mais ce genre de choses. Et donc, on a eu une base de données toilettée dès la moitié de l'année 2001. Et en 2004, nous avons apporté un complément au relevé bois mort. Et à partir d'octobre 2004, nous avons fait un premier contrôle des cas de dépérissement et de mortalité et des relevés de champignons linicoles, puisque nous avions observé, lors de la conjonction inédite sécheresse-canicule de 2003, un impact important sur la forêt. Et il nous a semblé intéressant, en tout cas, de suivre tout ce qui était descente de cime, brunissement prématuré du feuillage, mortalité de branches, et bien sûr, et la mortalité tout court, la mortalité de l'individu. Et depuis cette date, c'est-à-dire depuis octobre 2004, il y a au minimum 2 contrôles annuels. Un l'automne, qui nous permet de voir les dépérissements et la mortalité intervenus donc sur la période estivale, et un autre au printemps qui nous permet aussi de relever ce qui a pu intervenir sur la période un peu plus hivernale. Voilà. Et sur cette longue période, enfin sur ces 20 dernières années, donc il y a eu 2 relevés exhaustifs bois mort, c'est-à-dire 2004 et 2014. Donc voilà pour le plan d'échantillonnage local, les données acquises et la chronologie. Et je vais laisser donc la parole à Raoul. Oui, merci Jean-André. Du coup, je te demanderai de passer Oui, bien les sûr, oui. diapositives. Voilà, en fait, on prend, comment dire,
En prenant connaissance en fait de cette base de données et puis de cette chronologie, il y a eu cette envie de réaliser en fait un- un relevé PSDRF virtuel, en fait, essayer de voir si à partir de la base de données, on était en mesure en fait d'extraire, de faire un plan d'échantillonnage PSDRF et puis de regarder déjà différents cycles pour voir s'il y avait une évolution. Et déjà essayer de voir si les données du PSDRF parlaient de la même façon, donnaient des résultats semblables ou pas aux différentes valeurs identifiées dans le relevé en plein. Alors, bien évidemment, la première étape quand on pose ce genre de problématique, en tout cas quand on pose le PSDRF, c'est bien sûr de choisir la taille d'une maille et ensuite, un peu plus tard, mais là, nous, on pouvait le faire dès maintenant, le pas de temps. Alors, le pas de temps, comme l'a dit Jean-André, en fait, il y a 4 années homogènes qui ont été choisies. La taille de la maille, ça a été un peu plus compliqué parce que, en fait, la problématique qui s'est posée, c'était de se dire, bon, ben, en fait, on peut serrer la maille autant qu'on veut dans cette situation. On a une réserve intégrale qui est pas très grande. On a les relevés finalement qui sont déjà effectués. Mais qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on a des gros arbres vivants qui sont relevés 2 fois en fait dans des placettes différentes? La question, en tout cas pour nous, s'était jamais posée avant. On avait toujours des placettes qui étaient suffisamment éloignées pour qu'il n'y ait pas d'arbres doublons, on va dire. Mais là, la question s'est posée. Donc, on a un peu tâtonné par rapport à ça. Et en fait, on a procédé par essai-erreur. La première chose, ça a été de calculer en fait, la distance de tous les arbres supérieurs à 30 par rapport au centre de toutes les placettes. Alors ça se fait par des matrices de distance. Jean-André, si tu veux passer à la deuxième diapo, ça sera peut-être un peu plus parlant. Il vous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes avec les questions, c'est ça? Non, 10 minutes de présentation. D'accord. Ok. On a allongé un petit peu le temps de présentation. Ah, merci. Je vais essayer de faire vite. Donc, vous voyez là, en fait, différentes placettes et vous voyez, en fait, les arbres vivants qui sont en dehors des placettes. Tout ça, c'est via des outils SIG hein, qui sont d'un grand secours dans ce type de manipulation. On a les arbres vivants de plus de 30 qui sont en dehors des placettes et l'idée, c'était de voir, bon, ben voilà, là en bas dans le tableau, vous voyez que dans la colonne A, on a tous les arbres et puis, en fait, dans les différentes colonnes, on a toutes les placettes et on peut calculer comme ça des matrices de distance, ce qui nous permet de voir si un arbre est comptabilisé 2 fois ou pas dans une placette. Voilà. Par cette méthode-là, en fait, on a pu descendre jusqu'à des placettes éloignées de 60 mètres les unes des autres. Alors, on n'est pas descendu en dessous. Dans une publication, je ne saurais plus nommer laquelle, mais on avait également une donnée comme quoi, en fait, c'était bien de ne pas descendre en dessous de 60 mètres, mais bon, après, peut être testé. En tout cas, nous, dans cette première partie de l'étude, on n'est pas descendu en dessous de 60 mètres, on a essayé des distances supérieures. Et à 60 mètres, on n'a aucun arbre en fait, qui est comptabilisé 2 fois. Donc, l'étude est partie sur ce type de plan d'échantillonnage. Voilà. Alors, tu peux passer à la diapo suivante, Jean-André. En fait, la deuxième étape a été de se dire, bon, le plan d'échantillonnage global est réalisé, qu'est-ce qu'on fait du plan d'échantillonnage individuel des différents individus et des différentes variables? Est-ce que déjà, il y a des ponts qui se font entre le relevé en plein et les variables relevées par le PSDRF? Alors, ce tableau, on fait un peu la synthèse. On a dans la première colonne différents types d'individus, arbres vivants plus de 30, moins de 30, régés, les arbres morts sur pied, au sol, etc. La façon dont elles sont relevées dans les placettes PSDRF, donc là on parle de placettes virtuelles, hein. Vous avez vu dans l'image précédente qu'en fait on a la représentation spatiale de la placette de 10 mètres, de 20 mètres, les transects, les sous-placettes, etc. Le relevé virtuel, finalement, qui se fait par sélection SIG, sélection de base de données, a très très bien marché pour tout ce qui est arbres vivants. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Pour les arbres morts, ça a été un peu plus compliqué, notamment pour les arbres morts au sol.
Parce que, bien évidemment, quand on est sur le terrain, on peut appliquer le protocole en disant, voilà, au-delà de 20 mètres, il faut troquer l'arbre. On ne prend pas les arbres, un tronc, un billon qui est au sol, on ne le prend pas s'il est au-delà de 20 mètres, on le coupe. Là, il a fallu couper de façon virtuelle. Donc, tu peux le montrer, Jean-André, peut-être la diapo suivante. Vous voyez que là, on a des arbres en fait, qui sont à cheval entre moins de 20 mètres, plus de 20 mètres. Donc, il a fallu faire des manipulations SIG pour pouvoir les couper. Une autre information qu'on n'avait pas, c'était la longueur de l'arbre. Parce que dans la méthodologie relevée en plein, en fait, les arbres étaient directement digitalisés sur outils mobiles de terrain. Au départ sur papier millimétré et ensuite sur SIG. Donc, on avait des données comme le diamètre, mais on n'avait pas la donnée longueur de l'arbre. Alors, la donnée longueur de l'arbre, là, pour le coup, a été évaluée en utilisant des outils SIG, notamment les outils de Grace qui permettent la squelettisation des polygones. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Avant qu'on trouve cette méthodologie-là, on a cherché plusieurs méthodes et finalement, celle qui nous a donné plus de satisfaction, c'était celle-là. Donc on a quand même pu réaliser, en fait, évaluer la longueur des billons. Tu peux revenir à la diapo précédente, peut-être, Jean? Voilà, merci. 5 minutes. Oui. Donc, voilà, ce qui a été aussi intéressant, c'était de voir comment relever un certain nombre de choses, notamment. Alors, dans une différence structurante importante, ça a été l'angle, en fait, des petites pièces de bois mort au sol. L'angle des petites pièces de bois mort au sol est particulière au protocole PSDRF, et là, elles n'étaient pas du tout relevées. Donc, on a dû faire des adaptations. L'adaptation, ça a été que elles ont été considérées comme des pièces de plus de 30, c'est-à-dire qu'elles ont été relevées en plein sur la placette de 20 mètres. Voilà. On n'a pas utilisé la méthodologie transect. Là, pour le coup, on a utilisé la méthodologie placette de 20 mètres. Voilà. Je pense qu'on va passer, parce que comme il nous reste peu de temps, on va quand même parler des résultats. Voilà, merci. C'est à toi, Jean-André. Alors, j'ai vu que Lucille s'est manifestée en affichant la main, alors je vais vraiment faire court, mais présenter quand même les résultats. Vous avez en vert le plan d'échantillonnage local et en rouge le PSDRF, avec les lignes NHA, le nombre de tiges à l'hectare, et la surface terrière juste en dessous. Bon, on arrive quand même à des valeurs qui sont assez voisines chaque fois. Pour les différentes années, et c'est bien conforme à ce qu'on observe d'ailleurs, qui est une décroissance du nombre d'arbres vivants qui est liée comment dire, au dépérissement important de la forêt consécutif à la sécheresse canicule de 2003. Et bien sûr, de l'autre côté, en vis-à-vis, il y a une augmentation du bois mort sur pied, donc des chandelles avec chaque fois des valeurs qui sont assez proches. Donc voilà pour les 4 cycles, les surfaces terrières et le nombre de tiges à l'hectare. Alors on voit qu'elles sont toujours assez voisines. Et c'est également le cas en ce qui concerne la ventilation par classe de diamètre des arbres vivants. C'est à votre disposition, donc je ne m'étends pas davantage sur ce sujet. Quelques quand même différences sur la ventilation par espèce, où on le voit alors pas forcément sur le hêtre, mais en tout cas sur d'autres essences qui sont un peu moins représentées. C'est le cas du chêne pubescent et également sur le hou. Et ce qui nous tenait à cœur, et je vais finir avec cette diapo, c'est le volume du bois mort au sol, puisqu'avec les collègues de Réserve naturelle de France, ça fait longtemps qu'on s'interroge sur les bonnes méthodes de relever des pièces de bois mort au sol. Et donc, nous avions fait, nous, au début, comme l'a dit Raoul, le choix donc de dessin, en fait, ensuite reporté sur un SIG, c'était digitalisé, avec une seule mesure qui était le diamètre. Et puis après, comme on a vu que ce n'était pas suffisant, avec Joseph, lors des passages ultérieurs, on a pris plusieurs mesures, c'est-à-dire le diamètre en bas, au bout de la pièce, donc sommet et les deux extrémités. Et on a décomposé en autant de formes simples les formes très complexes. Par exemple, un gros être qui vient de tomber, voilà, il est décomposé, et puis ensuite on fait le volume d'un cône tronqué.
Voilà, et en fait, on s'aperçoit, c'est là où on a le plus de différence, en fait, notamment sur l'année 2004, hein, où nous, on est à 21, un peu plus de 21 mètres cubes et hectares contre 28 dans le cadre du PSDRF, hein, et on ne bouge pas trop en 2014, malgré un turnover important au niveau des pièces de bois mort, beaucoup de disparitions. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le pas de temps de 10 ans n'est pas forcément suffisant pour vraiment suivre vraiment la dynamique du bois mort au sol. Et on est certainement passé à côté de nombreuses pièces qui se sont retrouvées au sol et qui ont été très vite décomposées. Donc voilà, en tout cas pour le bois mort. Alors ensuite, en conclusion, on a des données qui sont à partir de ces simulations PSDRF et donc faites sur notre base de données Massan. On a des résultats quand même qui sont cohérents à notre échantillonnage initial, des valeurs assez voisines. Alors, on n'a pas traité les volumes. On s'est dit que les surfaces terrières et les tiges à l'hectare pour les arbres sur pied étaient sans doute les valeurs les plus justes. Et voilà. Et aujourd'hui, peut-être continuer dans les perspectives, notre rôle un peu de site atelier et essayer de faire d'autres essais avec Raoul, peut-être avec Pierre Daudel qui devrait à nouveau nous rejoindre, et regarder si on peut réduire le nombre de placettes, voilà, et quel est le seuil à partir duquel on a des données qui ne sont plus du tout cohérentes. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin, Raoul. Non, c'est ça. Je pense que comment dire, c'est une expérimentation. Pour l'instant, toutes les données ne sont pas entièrement analysées, mais on s'est tenu déjà à avoir on va dire, les grandes variables classiques déjà pour voir si ça collait. Et effectivement, je suis assez surpris de voir des valeurs qui sont très voisines. Maintenant, en fait, dans l'idéal, il faudrait regarder en fait les intervalles de confiance associés à ces moyennes. Et effectivement, après, essayer en fait, des scénarios, il y en a plusieurs. On peut essayer de voir les différentes tailles de mailles, etc. Il nous reste 5 minutes pour les questions. Donc, on laisse la parole aux questions. Ouais, si vous voulez avoir le temps d'échanger. Ouais, si on peut faire une synthèse peut-être des questions qui étaient sur le chat déjà. Ouais, pas tellement de questions sur le chat, plutôt des remarques ou des compléments, notamment sur les comparaisons entre le PSDRF et l'autre protocole, qu'il faudrait ajouter les intervalles de confiance et qu'il serait aussi intéressant d'afficher des indices de variance sur les graphiques. Une remarque de Lucille qui s'étonne de perdre 8 mètres cubes par hectare en 10 ans. Donc, la question, c'est de savoir où est passé ce bois mort. Et une autre question, quel est le diamètre du plus gros arbre du secteur d'études, en lien notamment avec cette question de double comptage? Sur la réserve intégrale, ça doit être à peu près dans les 95 cm de diamètre. Et d'ailleurs, je pense que c'est une pièce de bois qui n'est pas forcément incluse dans le plan d'échantillonnage, c'est-à-dire qui a échappé aux placettes PSDRF. Et d'ailleurs, je pense, pour répondre à la question sur le bois mort, que c'est peut-être là où il y a le plus gros défaut. C'est dans une forêt comme la Massane, quand il y a un chablis, on en a relevé qui font un être tombé qui représente à lui seul entre 7 et 8 mètres cubes. Et c'est vrai que s'il échappe, en tout cas aux placettes PSDRF, il peut faire chuter considérablement les valeurs. Et ils ne sont pas très nombreux dans la réserve. On en compte très peu dans la réserve intégrale. En fait, l'idée qui se cachait derrière la question du diamètre des gros arbres, là, c'est le risque de double comptage qui vous a animé là, dans votre étude. Il est lié qu'à la placette rholascopique, il n'est pas lié aux mesures qu'on a dans nos rayons fixes. Et du coup, en placette rholascopique, avec le pas de distance que vous avez pris, il n'y a que le risque de double comptage, il ne porte que sur les arbres de plus de 60. Donc, il est a priori assez léger et identifiable avec votre cartographie de toutes vos pièces.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Mais effectivement, il y a des arbres qui font plus de 60, et parce qu'à la limite, on aurait pu carrément coller les placettes les unes aux autres, à touche-touche pratiquement. Mais effectivement, est-ce que pour l'instant, on n'a pas résolu cette question de est-ce qu'il est gênant ou pas d'avoir des arbres comptabilisés deux fois. A priori, enfin, il y a des arguments pour, des arguments contre. Par prudence, en fait, on a voulu s'arrêter à ce scénario-là, parce que finalement, c'est aussi celui qui est rencontré de façon majoritaire sur l'ensemble du dispositif PSDRF à l'échelle de la France. Voilà. Donc c'est vrai que, mais bon, après, effectivement, on pourrait très bien avoir une étude de sensibilité du poids des gros arbres sur les, comment dire, sur l'importance des volumes, par exemple, arbres vivants, et donc en incluant ou en excluant les doubles comptages, etc. C'est quelque chose qui peut être en perspective. Après, l'intérêt du PSDRF, c'est aussi un plan d'échantillonnage. Donc, ça veut dire, c'est essayer d'équilibrer la balance coût de relevé et précision dans les données. Donc, c'est vrai que l'intérêt, si on serre trop la maille, tant qu'à faire, il vaut mieux rester sur un plan d'échantillonnage en plein. L'intérêt, c'est aussi de faire ce que disait Jean-André, c'est-à-dire de voir jusqu'où on peut réduire le nombre de placettes tout en gardant la cohérence en fait, des données. Voilà. Je pense que c'est l'objectif prochain. Les dernières questions, peut-être? Ouais, ben du coup, quelqu'un voulait intervenir? Non. Une question, donc du coup, comment vous envisagez la suite? Est-ce que vous continuez le plan d'échantillonnage? Est-ce que vous passez uniquement en PSDRF ou est-ce que vous continuerez à faire les deux? Alors, on continue le plan d'échantillonnage local, puisqu'on on va pas, enfin, on a engagé depuis 2004, en tout cas un suivi avec 2 contrôles par an des dépérissements et de la mortalité. Donc, je serais tenté de dire qu'on va partir sur les deux, et d'autant plus qu'on on attache beaucoup d'importance au dendro-micro-habitat. Et une forêt comme la Massane, qui est en libre évolution depuis 150 ans, compte de nombreux micro-habitats et qui souvent, et on a déjà cette expérience, pourrait échapper à des échantillonnages par placette. Je pourrais prendre, pour exemple, je l'ai souvent pris d'ailleurs, cet exemple, c'est les arbres à cavité favorables aux Osmoderma eremita. Alors ça ne concerne pas la réserve intégrale, mais la ripisylve, sur 18 hectares, on a 105 arbres, enfin, cavités de tronc favorables, qui semblent favorables à l'espèce, et seulement 5 cavités avec l'espèce présente dedans, des indices de présence. Et on a micro-habitat également intéressant, c'est la décomposition cubique de l'Aulne, où sur ce même linéaire, on avait cubé 695 mètres cubes de bois mort, donc ça devait être en 2005, et on avait seulement 18 mètres cubes répartis sur 3 points, avec la décomposition cubique favorable à un petit lucanidé, l'Aeselus caraboides. Voilà, alors avec ce souci d'exhaustivité, nous, c'est vraiment de comprendre toute la complexité et de bien identifier tous les micro-habitats et toute cette biodiversité de la forêt de la Massane. Et là, on a effectivement, on se dit que avec un échantillonnage par placette, on pourrait passer à côté de choses intéressantes en ce qui concerne en tout cas les micro-habitats. Pour ce qui est de la dendrométrie, là, on le voit bien avec les résultats qu'on vient de vous présenter, même si c'est très partiel, il reste effectivement avec le PSDRF, on a des valeurs qui sont quand même très, très voisines. Et donc, c'est sûr que c'est moins fastidieux, en tout cas, que l'inventaire en plein tel qu'on le mène depuis 1998. On est arrivé au bout du temps. Du coup, il restait 2 questions. Alors, c'est des questions soit pour les gens qui n'ont pas envie de prendre de pause, soit on vous invite à y répondre par chat, comme vous voulez. Par chat, voilà, ce serait peut-être bien. Donc,
On propose une pause de 10 minutes, donc une reprise à 10h55. Ça marche. Ok, C'est l'heure merci. d'aller faire pipi. Merci. Merci.